Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Et pour cette table ronde autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon, nous sommes avec le directeur de la rédaction de l'Incorrect, Arthur de Vatrigan. Bonjour. Bonjour. Et avec Vendry de Guerpel. Bonjour à vous. Bonjour Baudouin. Alors, vous titrez cette une, Jean-Luc Mélenchon, profession collabo, grand emplacement, délinquance, islamisme, dictature. Alors, l'accusation est lourde et vous avez récemment remporté un procès face à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette bataille judiciaire qui vous oppose à lui ? On a fait, il y a 3 ans, on avait fait un dossier sur les dhimmis. C'est-à-dire en gros les soumis de l'islam, ceux qui acceptaient leur statut de soumis. Et on avait fait une sorte de jeu de cette famille où on récompensait des politiques, des associations, des artistes, des entreprises qui avaient fait acte de soumission et on les classait par espoir, capitaine, champion. Et évidemment, on avait récompensé Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise pour l'ensemble de son œuvre, et notamment la suite de cette manif honteuse de novembre 2019, au cours de laquelle ils avaient fait la danse des canards avec le CCIF, autrement dit des islamistes. Et donc, nous avions récompensé Mélenchon de ce titre de capitaine des collabos, et donc ils nous avaient attaqué en justice. C'est ce qu'ils font assez souvent, hein, la France Insoumise, notamment à l'époque où Raquel Garrido était pas élue, mais avocate de la France Insoumise. Ils avaient leur strapontin à la 17e chambre correctionnelle de Paris. Et donc, nous avons gagné ce procès, évidemment. Ils ne nous avaient pas attaqué en diffamation, ils sont trop malins, ils nous avaient attaqué pour injure publique en expliquant que notamment que l'extrême droite ne pouvait pas traiter de collabos des gens de gauche comme Mélenchon, ce qui était assez amusant. Surtout pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Oui. Bref, et nous avons gagné ce procès, et donc nous avons décidé d'en rajouter une couche, non pas par taquinerie, mais parce qu'on s'était dit peut-être qu'éventuellement, il y a 3 ans, Jean-Luc Mélenchon s'était emporté dans des causes nobles de l'islamophobie, peut-être qu'il s'était senti porté par je ne sais quelle revendication, et que voilà, il avait fait une erreur de jeunesse, et que finalement, il avait s'amender. En fait, pas du tout. En 3 ans, non seulement il a bien... montrer qu'il était un collabo, mais qu'il allait encore plus loin dans la collaboration, ne cessant de s'allier avec tout ce qui représente des associations, des groupuscules, des milices qui sont tout simplement des associations, des groupes anti-France. Et donc, nous avons voulu remettre une couche pour rappeler quelques vérités essentielles sur le personnage. Et alors, avec quel... Est-ce que vous pouvez préciser ces groupes, ces factions, ces associations, ces partis, groupes Antifa, etc., avec lesquels Jean-Luc Mélenchon collabore ? En fait, il collabore de plusieurs Et manières. pourquoi collabore ? Déjà parce qu'il est... déjà, en fait, nous, par exemple, dans le dossier, on a pris les 7 péchés capitaux de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est les 7 domaines aux fautes, etc., au dérapage, où en fait, nous, on l'accuse de collaborer déjà sur l'islamisme. Rappelez-vous, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, en 2017, il fait 14,94% des voix, 600 000 voix de moins que Marine Le Pen, qui lui permettrait de battre Marine Le Pen. Donc, il est allé chercher, par exemple, ses voix dans les quartiers. Et à Marseille, en 2017, il disait « Le problème, ce n'est pas l'immigré, mais le banquier ». En 2022, il leur met une couche et en fait, il change cette phrase et il dit « Le problème, ce n'est pas le musulman, mais c'est le banquier ». Donc là, déjà, on comprend tout de suite que forcément, il est en train de glisser vers l'islamoâtre opportuniste. Aussi, il fait un amalgame à contre-feu un peu particulier quand même. Hein. Et pareil, alors que le débat s'hystérise après chaque attentat, Jean-Luc Mélenchon ne rate pas une occasion pour se mettre du côté des musulmans qui seraient, selon lui, opprimés. Par exemple, on l'a vu il y a très récemment avec les attentats en Israël, où lui, il est incapable de dénoncer ces attaques. Et donc voilà. Aussi avec, par exemple, les Antifa, où en fait, on le voit, même ces députés, Carlos Bilongo, par exemple, s'entraîner avec des Antifa à Lyon. Ouais, Carlos Bilongo oppose régulièrement avec des responsables Antifa. Ouais. Exactement. Pareil, sur l'antisémitisme, on a vu que Jean-Luc Mélenchon, notamment après l'affaire de Mera, glissait vers
vers vers le conspirationnisme, etc. Et donc voilà. Et alors quand vous... Oui, Arthur de Vatrigan. Ce qu'il faut rappeler à sa décharge, c'est il y a eu, rappelez-vous, cette note de Terra Nova écrite et pensée par Pascal Boniface, toujours dans les bonnes orientations et les bonnes causes. D'ailleurs, Pascal Boniface, qu'on n'entend pas trop là sur ce qui se passe en Israël, c'est étonnant, avait expliqué très clairement que la gauche devait changer de peuple, devait changer d'électeurs, et que de toute façon, le plouc prolo était parti chez Marine Le Pen, donc il fallait le remplacer par une nouvelle minorité qui était donc l'immigrant. Le migrant, qu'il soit d'ailleurs clandestin ou qu'il soit un immigré légal. Et donc Jean-Luc Mélenchon a appliqué à la lettre cette stratégie de changer d'électorat. Il ne cesse de le faire, mais alors lui avec la finesse du bazooka, c'est-à-dire vous reprenez toutes ses déclarations depuis 2017, c'est fascinant, quoi. Il se cache même pas de flatter cette cinquième colonne, comme on dirait, comme on disait avant. Il envoie plus que des signaux, c'est des ponts de San Francisco qu'il leur tend tous les jours, au point, Vendry le rappelait, rappelez-vous ce qu'il a expliqué, je crois que c'est sur le plateau d'Hanouna, de l'élection présidentielle dernière en 2022, que de toute façon, comme on l'avait vu avec Mohamed Merah, quand il le fallait, il se passait toujours des choses au moment des présidentielles. Non seulement le type est toujours douteux dans ses condamnations des actes terroristes, comme il l'a encore montré avec le Hamas, et en plus explique et laisse entendre que c'est un complot et que finalement ça arrange bien tout le monde qu'il y ait des attentats et que finalement l'islamiste serait lui-même une victime qui servirait les intérêts de ses ennemis. Alors, restez avec nous, Arthur de Vatrigan et Vendry de Guerpel, on va y revenir dans un instant, mais il est 8h passées et c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Liselotte Dutreuil. Ligne droite. La table ronde. Oui. Non. La table ronde. Et nous sommes en plateau avec Vendry de Guerpel et Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect, pour évoquer cette couverture profession collabo au sujet de Jean-Luc Mélenchon. Alors Arthur de Vatrigan, on va revenir donc sur ces ambiguïtés de la France Insoumise autour des attaques du Hamas en Israël. Pourquoi la France Insoumise n'a pas eu une position plus claire? Parce qu'il s'agit quand même au-delà du combat palestinien, là de réelles attaques terroristes envers des civils. C'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est très pro-palestinien, ou c'est plus de l'ordre du soutien à une certaine communauté de l'Oumma? C'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et l'électorat qu'il souhaite élargir ne comprendrait pas un autre discours et un autre positionnement que celui que la France Insoumise, à l'exception de Corbière et de Ruffin, porte aujourd'hui, à savoir la non-condamnation du Hamas. Et lorsqu'il ne condamne pas le Hamas et qu'il renvoie dos à dos Israël et le Hamas, c'est qu'il renvoie dos à dos. En fait, pour eux, c'est deux États qui s'affrontent, dont un État qui est un colonisateur. Et à aucun moment il emploie le mot terroriste. À aucun moment il explique qu'il y a des civils qui ont été enlevés, torturés, exhibés en trophée, avec des prises d'otages, 150 otages qu'on glisse évidemment dès qu'une ogive israélienne part d'Israël et arrive sur la bande de Gaza, on met des otages israéliens en dessous évidemment. À aucun moment il explique tout cela, il dénonce tout cela, parce que son électorat ne comprendrait pas cette position-là. Il faut savoir, c'est que le conflit israélo-arabe, pour reprendre la phrase de Georges Bensoussan, non israélo-palestinien, a été importé sur notre sol avec l'immigration. Et le drame, c'est que je pense que nos dirigeants, que ce soit les dirigeants français, mais aussi des autres dirigeants européens, n'ont pas compris, n'ont pas saisi que ce grand remplacement, que ce changement de population allait avoir un impact direct sur ce conflit et cette guerre. Alors aussi bien en interne, et regardez les discours de notre président, les déclarations officielles, les communiqués, on fait tout pour expliquer qu'il ne faut pas, non pas un cessez-le-feu, ça c'est le discours de la France Insoumise, mais éviter l'escalade. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait en France de nombreux Français, cas de papier, qui épousaient cette cause-là, et la cause palestinienne, alors que pourtant ils n'ont aucun lien charnel
ni géographique avec les Palestiniens. Simplement, le problème, c'est que cette cause-là, qui a été importée sur le sol, concerne le sol français, concerne tout simplement le statut du juif en terre arabo-musulmane. Dans la religion de l'islam, le juif ne peut être qu'un dhimmi. À aucun moment il peut être libre, à aucun moment il peut être souverain, à aucun moment il peut avoir un État dominant, il doit être uniquement soumis. Et donc, si Gérald Darmanin a expliqué le lendemain des attentats, des attaques terroristes du Hamas, il allait demander au préfet de renforcer la sécurisation des lieux de culte juifs, ça prouve bien que l'antisionisme est un prétexte et que pour l'électorat une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et pour ces nouveaux Français issus de l'immigration, en tout cas pour une partie d'entre eux, le juif est une cible. En France, alors pourtant le français de confession juive n'est pas israélien, il n'est pas forcément sioniste. Là, l'amalgame est fait. Mais l'amalgame est fait, mais encore une fois, il épouse la thèse, alors on peut revenir au grand moufti de Jérusalem il y a 50 ans, mais qui a été continuée avec une thèse qui est alimentée par le Hamas, qui est de dire en fait, qui a islamisé ce conflit pour donner une identité commune aux Palestiniens, parce que les Palestiniens, il faut le rappeler, 70% des Jordaniens aujourd'hui sont Palestiniens, donc les Palestiniens, on pouvait mettre beaucoup de gens dedans, et que c'était des clans et des tribus. Et donc pour donner une unité, pour donner un sentiment d'appartenance commun, d'une communauté commune, c'était la Houma, et ils ont donc islamisé cela. Et le problème, c'est que l'islamisme ne connaît pas de frontières. Et donc, en important des nouvelles populations, notamment subsahariennes et arabo-musulmanes en France, on a importé ce conflit qui est en fait un conflit culturel et religieux et qui n'est plus un conflit aujourd'hui territorial ou national. Et donc forcément ça, Mélenchon l'a très bien compris. Et donc flatte son électorat, parce que si aujourd'hui 90% des Français musulmans votent Mélenchon, en nombre, ça reste très peu, une grande majorité s'abstiennent. Donc pour lui, il a une réserve de voix. Vendry parlait tout à l'heure des 600 000 voix d'écart qu'il manque pour dépasser Marine Le Pen. N'oublions jamais que l'objectif de la France insoumise, comme tout l'objectif de l'extrême gauche, est le pourrissement, parce qu'en misant sur le pourrissement, il vise un deuxième tour face à Marine Le Pen. Et d'ailleurs, il mise sur cette réserve de voix-là pour gagner. Parce qu'encore une fois, une grande majorité d'entre eux ne votent pas. Oui, parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon talonne de près Marine Le Pen, du moins c'était le cas en 2022. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon va même plus loin, parce que hier, par exemple, se tenait la grande marche en soutien à Israël, et lui a tweeté, on a remis une couche hier soir en tweetant, en obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus futiles du PS. Le CRIF a isolé et empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cessez-le-feu immédiat. Les morts de tous côtés méritent mieux et notre compassion totale. Donc il en a remis une couche hier sur Twitter. Et en fait, on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon a une dent, en tout cas, contre le CRIF Contre le CRIF, on peut comprendre, c'est une association très communautaire qui parfois met au-delà plus... du CRIF, en fait, il vise Israël. Donc c'est intéressant, c'est ce que vous disiez, Arthur de Vatrigan, c'est que c'est les 600 000 voix qu'il manque entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Là, la stratégie de la France insoumise, c'est d'aller réellement les chercher dans l'électorat musulman français qui représente environ, alors il y a 4 ou 5 millions de musulmans français, ils font pas tous partie du corps électoral, parce que certains sont peut-être mineurs. Ça, c'est un objectif assumé au sein de la France insoumise. Est-ce que là-dessus, vous avez des sources, des échos ? Encore une fois, il faut reprendre la note de Terra Nova, qui date il y a 15 ans, plus de 15 ans aujourd'hui, écrit par Pascal Boniface, qui expliquait que la gauche devait maintenant abandonner le peuple qui était chez Marine Le Pen et le remplacer par les immigrés. Or, 90% de nos immigrés sont de culture arabo-musulmane. Même si on a eu quelques Ukrainiens qui sont venus, ce sont des réfugiés, ils n'ont pas vocation à rester. Ceux qui viennent, ceux qui s'installent, ils viennent pas de l'Antarctique. On sait d'où ils viennent et on sait quelle est leur culture. Donc ça, ils le savent très bien. Ensuite, si vous regardez en Seine-Saint-Denis, encore une fois, Seine-Saint-Denis, on sait très bien quelle est la culture majoritaire.
tous les députés de Seine-Saint-Denis sont la France Insoumise. Alors, il y a un taux de vote très, très bas, un taux d'abstention qui est énorme, qui doit pas loin d'être pas 60-70%. Mais tous les députés, on peut parler de Coquerel, on peut parler d'Autun, on peut parler de Corbière, sont élus dans ces zones qu'on appelait autrefois les quartiers perdus de la République, qui sont encore plus perdus. Là, il y a carrément notre souveraineté qui existe. Ont élus des députés de la France Insoumise. Donc la stratégie est très claire. Mais c'est encore une fois une stratégie qui a été pensée par le think tank de la gauche, Terra Nova, et que Mélenchon applique à la lettre, peut-être même, à mon avis, un peu trop pour ses ex-camarades du PS. Et justement, ces territoires visés par Jean-Luc Mélenchon, comment ça se fait que l'abstention soit aussi basse? Est-ce que c'est par des intérêts politiques? Est-ce que ce sont des abstentionnistes? Ou bien c'est parce que ce sont aussi des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, qui ne sentent pas appartenir à la communauté nationale? Ils ne sont pas citoyens, ils ne se considèrent pas comme tels. Vous savez, dans le problème de la France, quand on parle d'intégration, d'assimilation, de tout ça, c'est juste en fait la citoyenneté et l'appartenance à une même communauté. Donc quand on assimile quelqu'un à une communauté, c'est qu'on lui demande des devoirs, on lui donne des droits également. Et les droits, c'est de participer activement à cette communauté. Et dans notre démocratie, dans notre République, cette participation passe par le vote. Or, à ces populations qui sont venues, on leur a dit, venez comme vous êtes, quoi. C'était McDonald's version Seine-Saint-Denis, quoi. Donc, forcément, ils ne se sentent pas concernés, se foutent éperdument des élections. D'ailleurs, ne croient pas comme Mélenchon d'ailleurs, et comme cette extrême gauche ne croit pas à nos démocraties libérales. Concernant Mélenchon et l'extrême gauche, ils acceptent le jeu de la démocratie libérale à partir du moment où la démocratie libérale leur permet de monter. À partir du moment où ils atteignent un plafond, ce qui est arrivé en 2022, ils sortent des règles du jeu pour aller dans la rue. Et rappelez-vous cette phrase de Clémentine Autain au lendemain de l'élection présidentielle: si nous n'avons pas si nous n'avons pas l'Assemblée, si nous n'arrivons pas premiers aux élections législatives, nous irons dans la rue. Bon, pour eux, c'est très clair. C'est démocratie libérale, c'est un moyen d'arriver au pouvoir. Si ce moyen, on n'arrive pas, on fera autrement. Bon, cet autrement, ils le font aujourd'hui en faisant des manifestations, en s'alliant avec des milices factueuses, en expliquant que finalement le bordel et le pourrissement est justifié, comme il justifie d'ailleurs la violence du Hamas en Israël. Ils jouent là-dessus, donc ils prennent les règles qu'on leur donne. Quand les règles ne leur conviennent pas, ils les changent, avec toujours cet objectif de miser sur cette nouvelle population, ces nouveaux Français qui sont issus de l'immigration et majoritairement culture musulmane. Et comment ça se fait qu'on voit Jean-Luc Mélenchon, qu'on a vu poser avec son je cite, camarade Raphaël Arnaud, donc porte-parole d'un groupe ultra-violent Antifa. Pourquoi aller miser sur des profils aussi sulfureux qui n'hésitent pas à être violents face à ce qui est à droite de François Bayrou, j'ai envie de dire, parce que même le peuple de gauche n'assume pas forcément cette violence qu'on retrouve aussi chez les Black Blocs qui minent les manifestations. Est-ce que la France Insoumise mise sur ces profils très militants? On voit Carlos Bilongo aussi aller s'entraîner dans des salles de boxe Antifa. Est-ce que c'est les dernières forces vives de ce mouvement? C'est une frange radicale, anticapitaliste, antifasciste? L'extrême gauche a toujours revendiqué la violence comme légitime dans le combat politique. On a oublié parce que à cause de ce bon vieux front républicain créé par la Mitterrandie, l'extrême gauche était dans l'arc républicain, était alliée avec la gauche du gouvernement, comme on dit. Bon, là, ils en sont sortis par eux-mêmes, donc ils reviennent à leur vieille lune, à leurs vieilles habitudes, qui est la violence. Je veux dire, la violence fait partie de l'extrême gauche, c'est un outil qui est pour eux légitime, est un bon moyen d'arriver au pouvoir, donc c'est pas une minorité, les Antifas. Les Antifas, c'est une milice armée comme d'autres qu'ils utilisent et à qui ils n'ont aucun complexe à s'afficher. D'ailleurs, Mélenchon l'affiche très clairement, parce qu'en 2017, lors de son discours à Marseille, il disait les jeunes tapaient dans le tas jusqu'à ce que le pays se réveille. Donc en fait, il a vraiment la volonté. Taper dans le tas au sens cogné. Alors, taper dans le tas, oui, je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est un appel à la violence. Et donc, oui, le combat contre l'extrême droite, il le mène sur le plateau télé, lui, et il pense que ses copains vont aussi le mener sur le terrain, je pense.
Et alors Arthur de Vatrigan, est-ce que vous avez sans doute suivi ce dernier complément d'enquête sur l'influence de Sophia Chikirou auprès de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'elle est aussi l'instigatrice de cette stratégie islamo-gauchiste entre guillemets? Elle coïncide peut-être avec un virage très radical sur ce point? Beaucoup disent à l'intérieur, en tout cas, à l'intérieur de la France insoumise, qui commencent à prendre leur distance, ou des anciens de la France insoumise, disent que le changement de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions-là, et notamment sur la question de la laïcité, date en fait de sa relation plus qu'intime avec cette dame. Et que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à basculer. Je ne sais pas s'il faut les croire, on sait toujours que les anciens tapent volontiers sur leurs anciens copains et ne sont pas forcément très justes dans leur analyse. Mais en tout cas, c'est vrai que ça date de ce moment-là. Alors après, est-ce que c'est par conviction idéologique? Est-ce que c'est par stratégie? On sait que cette dame est quand même stratégiquement très forte. Elle contrôle bien l'appareil. On dirait que c'est, en plus d'être la muse de Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression que c'est son Richelieu, son Mazarin. Donc bon, je ne m'avancerai pas sur ce. Voilà, je n'affirmerai pas avec toutes les certitudes que c'est elle qui a convaincu Jean-Luc Mélenchon d'aller sur ce terrain par idéologie. Par stratégie, sûrement, par idéologie, j'ai encore un doute. On a aussi découvert dans ce complément d'enquête que Sophia Chikirou facturait à grands frais ses services et également au travers de méthodes de management assez peu humaines et assez peu compatibles avec la vision du travail de la France insoumise. On a aussi quelques élus de la France insoumise qui ont occupé des logements sociaux un peu trop longtemps. Il y a un vrai... c'est systémique chez la France insoumise, ce côté, on se sert de services publics mis à disposition des plus défavorisés, mais on continue à s'en servir alors qu'on est député et qu'on a des moyens quand même très raisonnables. Je vais laisser André répondre parce que c'est lui qui a fait le grand papier d'enquête sur justement ce mélenchonisme systémique, comme on l'a appelé, qui en effet c'est magouille financière, politique, les règlements de compte, quoi. Bien sûr, et puis Mediascope par exemple, c'est la boîte de communication de Sophia Chikirou qui facturait effectivement à grands frais pendant les campagnes présidentielles. Ça, on le savait déjà, on le connaissait avant complément d'enquête. Par exemple, en 2012, elle facturait 705 000 € à l'association de financement de campagne, et en 2017, c'était près d'1 161 768 €. Donc, ce qui est assez énorme. Une somme qui a quasiment doublé par rapport à 2012. Exactement. Mais le candidat est plus le même. Ouais. C'est un encore plus gros candidat entre 2012 et... ça c'est vrai. Et en plus de ça, surtout ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'en 2017, notre ami Alexis Corbière, qui était porte-parole de la campagne, était payé et par la boîte de com et par la campagne et par l'association de financement de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc en réalité, il y a un payé doublement. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de conflit d'intérêts au sein de LFI avec Sophia Chikirou, Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon. Donc tout ça se mélange, il y a des petits arrangements entre amis et ça, on a essayé de le mettre en avant dans notre dossier sur Jean-Luc Mélenchon. Il faut savoir qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a rien d'illégal. S'il y a conflit d'intérêts, ce n'est pas à nous de le trancher. Et on va dire que pour un parti, des personnalités qui se drapent dans la haine du riche ou de la haine du banquier, qui explique qu'il est du côté des pauvres, ils n'ont pas de problème de moralité pour sous-payer des petites mains et se remplir les poches d'oseille des frais de campagne. Oui, il y a eu des témoignages dans ce complément d'enquête de gens qui ont accepté de prendre un travail de communicant au SMIC par engagement militant, alors que dans le programme, il y a quand même la question d'un SMIC bien plus élevé que... Enfin, un SMIC à 1007, 1008, je sais plus exactement. Oui, c'est même plus de 2000, je crois. Mais on va dire que dans la politique, les partis abusent souvent du militantisme pour sous-payer leurs petites mains. C'est classique et ce n'est pas... c'est pas propre à la France insoumise. Pas propre à la France insoumise. Et la différence, c'est que la France insoumise se drape dans de la morale, notamment sur l'exploitation avec le bon discours marxiste, et n'ont pas de problème à l'appliquer chez eux.
D'ailleurs, il y a un témoignage de Georges Kuzmanovic, ancien proche de Jean-Luc Mélenchon. On pourra peut-être revenir sur son éviction, qui en dit beaucoup sur un virage emprunté par le parti. Il explique au Figaro: LFI n'est pas un parti politique, c'est une association de financement. Il n'y a pas de statut afin d'y adhérer. C'est-à-dire que même dans les statuts de l'association, on n'est pas sur c'est pas un parti politique. Ça, c'est une réalité. Ouais, c'est pas une association de parti politique. Donc nous, on va regarder un peu comment ça fonctionne, le statut, comment on va nommer le président, qui est le trésorier. Et en fait, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de statut de parti politique. Donc forcément, le candidat... Quel est le parti politique par lequel sont déclarés les candidats, la candidature de Jean-Luc Mélenchon? C'est Jean-Luc Mélenchon qui s'autoproclame candidat. Il n'y a pas de statut qui explique que le président de la France Insoumise est Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise, si vous voulez, n'a pas un statut de parti politique. C'est une espèce de coquille vide avec un flou juridique qui permet à Jean-Luc Mélenchon de s'autoproclamer candidat. Et d'ailleurs, dès que quelqu'un ose émettre un avis, il est rapidement éjecté, ce qui est arrivé avec Kuzmanovic. Ouais, est-ce que vous pouvez revenir justement sur la trajectoire de Georges Kuzmanovic? Kuzmanovic, c'est un truc assez classique. C'est quelqu'un qui a des convictions de gauche fortes, souverainiste, mais qui a le défaut pour la France insoumise et l'extrême gauche d'être un peu souverainiste. Il a son parcours de vie, il était militaire, ses convictions s'accordent mal avec la France insoumise. Alors ça a marché au début, parce qu'il fallait, le principe de la France insoumise, c'est de regrouper les forces, c'est toujours cette union de la gauche, tout ça. On regroupe les forces, sauf que dès que quelqu'un de l'extérieur arrive et commence à vouloir expliquer que finalement il n'est pas complètement en raccord avec ça et que finalement le discours anti-France ça l'aide pas et c'est pas trop ses convictions profondes, et non seulement c'est pas ses convictions profondes mais en plus c'est pas la bonne pour gagner, on appuie sur le bouton et on l'éjecte. Et ce qui s'est passé, c'est ce qu'a révélé nos confrères de l'Express hier, c'était très amusant, sur, vous savez, le communiqué magnifique de la France insoumise pour le Hamas, pour ce qui s'est passé en Israël. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez Ruffin et Corbière et d'autres qui, dans un groupe Telegram ou un groupe WhatsApp, je ne sais plus, ont dit que finalement, cet élément de langage-là, ce truc-là, n'était pas génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Éjecté du groupe. Ils se sont fait virer du groupe, tout simplement, ils ne participent plus à la conversation, et c'est Daniel Obono qui a fait imaginez le niveau, qui a fait la première version du communiqué, qui a ensuite été un peu amendé par Jean-Luc Mélenchon. Mais encore une fois, on est dans cette extrême gauche avec ce tropisme ultra-autoritaire de Jean-Luc Mélenchon, qui est la personne toute puissante. Et soit vous me prêtez allégeance, et soit si vous remettez en doute, même pas mon autorité, mais 2-3 idées de mon programme, vous êtes éjecté. C'est ce qui se passe à chaque fois. Il y a un turnover à la France insoumise, tout simplement parce que Jean-Luc Mélenchon, dans son écosystème, ne supporte pas la contradiction et éjecte toutes les personnes qui pourraient soit lui faire de l'ombre, soit le remettre en question 2-3 de ses idées. Et pour conclure, Vendry de Guerpel, moi dans le papier, moi je l'appelle le boa parce qu'en fait il avale tous ceux qui veulent se mettre contre lui, et donc il est le côté très vertical de la France insoumise est vraiment révélé et souvent abordé. Par exemple, Thomas Guénolé, qui est un ancien politologue et ancien membre de LFI, qui est un politologue encore actif et ancien membre de LFI, il cingle dans le Figaro, toujours dans une tribune: il faut croire que, qu'en ce qui concerne la dangerosité d'une gauche autoritaire, les grandes leçons politiques du XXe siècle n'ont pas été retenues en ce début du XXIe. Je crois que tout est dit dans cette phrase, et aujourd'hui Mélenchon et je crois une figure très autoritaire, ce qui ressemble un peu aux dictatures de l'Amérique latine. Oui, et vous faites notamment un point sur l'admiration que Jean-Luc Mélenchon peut avoir envers des dictatures actuelles, mais aussi envers des personnages comme Robespierre ou Lénine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vendry de Guerpel, mais vous êtes journaliste à l'Incorrect. Et merci à vous, Arthur de Vatrigan, vous êtes le directeur de la rédaction de La Revue.